À l'origine, forcément, il y a des chauves-souris, hein, parce que ces genres de coronavirus sont comme un réservoir naturel, les chauves-souris. Mais après, par où il est passé? Est-ce qu'il est passé par un autre animal pour arriver à l'homme? Ou alors est-ce qu'il vient d'expériences de laboratoire qui peuvent être menées sur des virus de chauve-souris? Bah, c'est deux options qui sont aujourd'hui totalement ouvertes et qui devraient amener à une enquête en bonne et due forme. Oui, bah c'était pas du tout une enquête parce qu'en fait c'était une mission plus qu'une enquête qui était menée par une équipe conjointe avec 17 experts de l'OMS et 10 experts chinois, mais en fait qui ne disposaient que des données livrées par la Chine et qui étaient des données extrêmement lacunaires en fait. Et donc ils n'ont pas pu enquêter, aller chercher eux-mêmes des données, avoir accès euh, aussi bien aux bases de données des laboratoires que aux banques du sang, avec les dons du sang qui ont été effectués en 2019, qui auraient permis d'essayer de repérer un virus avant le mois de décembre. Mais tout ça qui aurait été souhaitable, eh ben, ça n'a pas été donné. Et ça n'a pas été même réclamé en fait par la mission de l'OMS. On parle beaucoup des P4 parce qu'il y a eu un laboratoire P4 installé à Wuhan, qui est le premier laboratoire P4 chinois, et qui a été fait avec la France en fait. Mais les coronavirus ne se travaillent habituellement pas dans les P4. Ils se travaillent plutôt dans des laboratoires de niveau de sécurité inférieur, qui sont les P3, voire les P2. Donc, et après, il y a des expériences qui sont menées, qui sont assez peu connues, qui sont des expériences qu'on appelle de gain de fonction, qui permettent de doter en fait des virus de fonctions qu'ils n'avaient pas. Et en l'occurrence, le laboratoire de Wuhan, en collaboration avec des Américains, peuvent faire des travaux comme ça sur des virus de chauve-souris pour les rendre, pour faire des mutations qui vont les rendre transmissibles à l'homme, qui vont les rendre plus infectieux, non pas dans le but un but de nuisance, hein, mais pas du tout, mais dans le but d'anticiper des mutations qui pourraient survenir, qui pourraient faire qu'un virus animal va se transmettre à l'homme et d'élaborer des parades comme des vaccins. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire, c'est des choses qui sont fait aussi ailleurs, hein, et qui avait d'ailleurs suscité une grosse polémique dans les années 2010 quand un virologue hollandais et un virologue américain, je crois, mais d'origine japonaise, avec un nom japonais, avaient fait ce type d'expérience sur un virus de grippe aviaire qui n'était pas du tout, qui ne touchait pas l'homme, qui n'était pas contagieux pour l'homme, mais ils avaient créé un virus à partir de ça contagieux pour l'homme et un virus qui était très 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 dangereux, beaucoup plus que SARS-CoV-2 parce qu'il y avait une mortalité de 50%. Et donc là, ça avait suscité une grosse polémique parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il faut créer ce genre de virus en cas d'accident? C'est la catastrophe, quoi. Donc ça avait créé une grosse polémique. Ensuite, il y avait eu une interruption avec un moratoire sur le financement de ce genre de recherche par les États-Unis, qui sont en fait ceux qui financent ces recherches dans le monde entier, hein, pas qu'aux États-Unis. Et puis ce moratoire a été levé en 2017. Et aujourd'hui, voilà, il y a une sorte de enfin, c'est pas tellement mis en lumière le fait qu'on peut encore faire ce genre de travaux. Et SARS-CoV-2 amène des scientifiques un peu à tirer la sonnette d'alarme ou à alerter en tout cas sur le fait que ces travaux peuvent être dangereux et que ça se trouve, SARS-CoV-2 en est le résultat. Mais oui, parce que ça montre aussi qu'en fait ces travaux il n'y a pas la surveillance justement qu'il va y avoir pour le nucléaire. Pour le nucléaire, vous avez l'Agence internationale pour l'énergie atomique qui va surveiller tout ce qui se fait dans le monde entier. Vous n'avez pas d'équivalent en biologie, alors qu'en fait, on voit ce que c'est une pandémie aujourd'hui, hein, et un accident de laboratoire qui découlerait sur une pandémie, c'est encore pire que Tchernobyl, quoi, parce que voilà, vous avez été sans doute plus impacté par SARS-CoV-2 que par Tchernobyl. Et donc, oui, aujourd'hui, ça demanderait d'avoir une surveillance qui soit aussi forte que pour le nucléaire et peut-être même de ne pas faire certaines expériences dont l'utilité est très contestable parce qu'en fait, les résultats positifs, on a du mal à les voir aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. Et alors que le risque, on le voit, quoi.
C'est quelqu'un qui s'appelle Peter Daszak, qui dirige une ONG qui est spécialisée dans la collecte des virus dans le monde entier, qui travaille avec pas mal de laboratoires, et notamment avec le laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan, et qui, c'est vrai, s'est retrouvé un petit peu dans une position pas normale, on va dire, hein, parce que il est donc un très proche collaborateur de laboratoire de Wuhan. Il a des projets avec eux, et notamment des projets justement de gain de fonction, qui n'étaient pas d'ailleurs dévoilés. On a été découverts, qui ont été beaucoup découverts par un groupe de chercheurs indépendants qui s'appelle Drastic. Mais il se trouve aussi qu'il était l'expert de l'OMS et qu'il est en plus la personne qui a écrit une tribune qu'il a fait signer par 26 scientifiques pour pas que ça apparaisse comme sa tribune, qui est parue dans le Lancet au mois de février 2020, qui estimait que dire que le virus pouvait avoir été travaillé en laboratoire était une théorie du complot et qui a donc contribué à discréditer à très large échelle cette hypothèse, alors qu'en fait il avait un énorme conflit d'intérêt parce que sa tribune, ça contribuait à blanchir en fait ses collaborateurs et le travail qu'il peut faire lui-même. Donc c'est pas normal. Et malgré ça, il s'est retrouvé expert de l'OMS. Bon, aujourd'hui, il est un peu ça a été un peu levé, donc il est un petit peu moins en vogue, mais quand même, il a été l'expert numéro un pendant un an jusqu'à la mission à Wuhan. Bah, disons sans balises. Chacun s'en met des balises. Vous voyez, les chercheurs ne sont pas non plus des fanatiques hein, qui font c'est pas des terroristes ou des choses comme ça. Par contre, il y a peut-être une espèce de course à la recherche dangereuse en fait, avec des bonnes intentions, mais qui en fait amène à prendre des risques en croyant en fait qu'on va maîtriser la nature, parce que c'est croire on va anticiper les mutations, alors que même si vous préparez un vaccin sur une mutation que vous avez prévue, rien ne garantit, absolument rien du tout, que la mutation qui va survenir dans la nature, ça sera celle-là. Donc c'est se croire un peu tout puissant, et avec un résultat au niveau des bénéfices qui aujourd'hui est nul, et par contre avec des risques qui sont avérés en cas d'accident, et les accidents, ça peut toujours arriver.